Alors, quel était le sujet initial, moi, qui m'intéressait, pour ne pas dire qui m'obsédait? C'était la compréhension, le décryptage des nouvelles formes de pouvoir, mais aussi de puissance, puisque je distingue pouvoir et puissance, à la suite de Raymond Aron d'ailleurs. Mais donc, quelles étaient ces nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui se structuraient autour de nouveaux acteurs, assez inédits, je dois dire. Alors, je sais qu'on aime bien trouver une historicité aux choses, une généalogie, mais je dois bien dire que tous les parallèles qu'on a fait autour de ces géants technologiques qu'on appelle les big tech, ou les tech giants aux États-Unis, eh bien, ont un caractère que je trouve, moi, et c'est ce que je voulais qualifier d'inédit et absolument systémique et transverse. Or, la difficulté que j'ai eue d'un point de vue pratiquement méthodologique, mais même en termes juste de sens, quand moi j'ai vraiment voulu comprendre pour moi, avant même de dire thèse ou essai ou je ne sais quoi, mais vraiment pour essayer d'appréhender, de saisir ce monde-là, ce nouveau monde, ce nouveau siècle politique est en train de se structurer autour de ces nouveaux acteurs, j'ai eu une difficulté dans ce qui existait d'une certaine façon, parce que c'était siloté. Alors, on avait l'entrée sociologique, qui est extrêmement prolifique, c'est vrai. On peut avoir l'entrée qui commence vraiment maintenant à s'industrialiser, mais qui pouvait être un tout petit peu balbutiante en termes de relations internationales. Évidemment, toute la partie droit, juridique, qui elle aussi, un peu comme dans la sociologie, c'est un peu les matières qui ont très vite et les premières pris ces sujets-là. Mais il me manquait quelque chose, c'est-à-dire la vision globale. Or moi, de façon extrêmement subjective, mais parce que mon cerveau est fait et formé comme ça, j'avais d'abord besoin d'avoir une vision globale avant d'avoir la version détail ou d'expert. Et donc, il se trouve que dans l'approche, disons, académique anglo-saxonne, il y a cette tradition des studies, en effet, de se dire on va développer sur un champ donné, sur un sujet donné, peu importe lequel d'ailleurs, une approche transdisciplinaire ou interdisciplinaire. On va mettre des disciplines ensemble et elles vont se parler, compléter entre elles pour essayer de comprendre, disons, ou en tout cas une tentative modeste, humble, mais une entièreté, le sujet dans son entièreté de façon holistique à 360 degrés, disons. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire. Alors, l'exercice que je fais n'est pas complet, n'est pas parfait, comporte peut-être des failles de raisonnement. Et la question de l'interdisciplinarité d'ailleurs, c'est pas de se dire que un individu ou un essai ou une thèse va tout regrouper. Pas du tout. C'est de se dire, j'ouvre une brèche et qui veut bien me joindre dans cette conversation-là, dans ce dialogue-là, disciplinaire ou interdisciplinaire, est absolument le bienvenu pour apporter, lui, sa pierre à l'édifice. Mais surtout, par pitié, je crois vraiment et sincèrement que la pensée en couloir d'expertise, pile dans ce moment-là d'histoire qu'on est en train de vivre, ce 21e siècle, plein de soubresauts, de chaos, où le monde est en train de se recomposer, ne peut plus souffrir le couloir de l'expertise dans son coin. Il faut absolument qu'on se parle et qu'on ouvre les vannes pour discuter ensemble. Si je devais résumer le problème que j'ai avec ces acteurs, il n'est pas sur ce qu'ils font, et d'ailleurs le débat public, le nôtre, mais aussi nos approches réglementaires, elles se fixent sur l'aval, ce qu'elles font de mal. La modération des réseaux sociaux, les abus de position dominante, envoyer des satellites en orbite basse en Ukraine, on ne sait pas trop sous quel lien et sous quel format et selon quel deal avec le Pentagone quand il s'agit de Elon Musk, etc. Mais en effet, c'est travailler ça à l'aval. Et il le faut. Je ne dis pas qu'il ne le faut pas. Mais on oublie donc de penser l'amont. Or, l'amont, c'est ce qu'ils sont et non pas ce qu'ils font. Et ce qu'ils sont, ce sont aujourd'hui, d'un point de vue du statut juridique, des entreprises privées qui rendent compte donc à qui? Au marché ou à elles-mêmes quand elles sont sorties de la cote. Quand Elon Musk rachète X Twitter, il va très vite sortir X de la cote. Et donc en fait, à la fin, on n'a plus qu'un pouvoir ultra centralisé. On a la même architecture d'ailleurs chez Zuckerberg, chez Meta, etc. Donc ce sont des architectures de pouvoir très centralisées et où règne une forme d'arbitraire. Et j'ai presque envie de dire, la principale boîte noire, avant d'être algorithmique, elle est d'abord politique dans leur gouvernance. Donc ces entités ne sont pas simplement pourtant des entreprises privées,
contrairement à ce qu'elles pourraient bien faire valoir. Ce sont aussi des entités géopolitiques, militaires, des véhicules de soft et de hard power, et aussi des acteurs ou des agents idéologiques. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, une partie de ces acteurs technologiques, des géants de la tech, ont une tentation de pencher, de se rapprocher de l'alt-right américaine, la droite extrême américaine, qui est elle-même d'ailleurs un magma qui peut être très élastique, voire liquide, mais en tout cas avec des lignes qu'on retrouve assez souvent sur l'isolationnisme, America First, l'anti-woke ou une forme d'anti-wokisme qu'on appelle même une forme d'anti-woke capital. Et donc il y a aussi des batailles culturelles ou des contre-batailles culturelles qui se jouent autour non pas simplement de l'usage de l'outil, mais des sous-jacents politiques et géopolitiques. Et donc de ce point de vue-là, quand je disais le principal problème que j'ai est celui-là, avant même de me poser la question des dérives et des risques de l'aval, j'ai un problème avec ce qu'elles sont, donc leur statut juridique. Elles ne peuvent pas simplement être des boîtes privées quand elles ont autant de prérogatives, c'est-à-dire quand elles sont propriétaires d'infrastructures d'utilité publique. Les big tech est un terme qui donc existe. Et c'est mon objet d'étude. Ça ne veut pas dire que c'est un bloc à comprendre comme étant quelque chose de parfaitement homogène. J'avais besoin de prendre le concept Big Tech pour poser mon système et faire ma démonstration, mais en réalité, quand on descend dans la granularité, ils ont des rivalités entre eux, des dissonances, des guerres de leadership, etc. Bon, et pas forcément toujours la même vision du monde d'ailleurs. Mais ce qui me manquait, c'était ce qu'on avait en miroir, c'est-à-dire les États. Les États comme appareil d'État, comme appareil politique. Et là, de ce point de vue-là, vous avez une extrême ambivalence. Sur, par exemple, aux États-Unis, qui est un peu mon champ d'étude principal, en tout cas dans un premier temps, les big tech américains sont dans des relations de coopération de plus en plus fluides, une fusion civile et militaire ou techno-militaire, avec le Pentagone, le DoD, le département de la défense américain, etc. À tel point que d'ailleurs, au début de la guerre d'Ukraine, s'est posé la question de dire quelle gouvernance, quelle architecture trouver pour en fait maîtriser aussi nos outils de projection de puissance que sont les géants technologiques, Microsoft dans la cyberdéfense, Starlink sur les satellites et les réseaux de télécommunications, etc. Et en même temps, il y a des relations extrêmement conflictuelles aussi et dans le même temps avec l'administration américaine, notamment sur la question des réseaux sociaux par exemple, sur les risques énormes de polarisation, sur la santé mentale des jeunes ou dans encore un autre champ, l'antitrust, c'est-à-dire les abus de position dominante, où là vous allez avoir plutôt un antagonisme où l'État va essayer de mettre de l'ordre et les garder sous contrôle, sachant que la souveraineté finale, ça reste celle de la loi, donc celle de l'État. Il ne faut pas non plus entrer dans une forme de collapsologie totale où les géants technologiques, c'est ce qu'on a lu pendant longtemps, remplacer les États, que c'est la fin de la souveraineté, etc. Ce qu'on observe, c'est pas du tout ça. Il y a en effet une liquéfaction du concept de souveraineté dans cette ambivalence big tech. Big state n'est pas un concept qui existe, c'est un concept que je propose, que je pose et que j'essaye de développer. On verra s'il prend ou pas. Et d'ailleurs, tous les États ne sont pas des big states. Les big states sont ces États qui ont réussi à faire émerger leur big tech, États-Unis et Chine. L'Europe, par exemple, n'est pas du tout un big state. Un big state, dans ma proposition conceptuelle, c'est un État qui a une politique de puissance, une power politics qui est dopée, qui est alimentée, qui est structurée par ces acteurs technologiques, notamment privés, et qui donc alimente sa puissance. La technologie étant donc un des véhicules de la puissance, soft et hard power. Donc de ce point de vue-là, se pose aussi en creux cette fameuse troisième voie européenne. Qu'est-ce que nous sommes, puisque nous ne sommes pas des big states ou un big state? Et donc comment gouverner, comment régler, plus que même réguler, nos rapports de force, nos dépendances, nos interdépendances avec des technologies qui ne sont pas les nôtres. Donc là, c'est une question absolument existentielle pour nous Européens. La question de la guerre cognitive est assez sensible parce que au moment où on se parle en tout cas, elle n'est pas encore complètement posée en termes de doctrine et elle fait encore énormément de débat. Mais elle est intéressante.
Jusqu'à présent, dans le champ des nouvelles conflictualités, donc on a compris que aujourd'hui le cyberespace, c'est clair, est le 5e domaine des conflictualités et des guerres, avec terre, mer, air, espace. Bon. C'est là où vont se jouer les sabotages de câbles sous-marins, les cyberattaques, le cyberespionnage, la lutte informationnelle sur les réseaux sociaux, les manipulations de l'information, etc. Bon, c'est ce qu'on a appelé les nouvelles conflictualités hybrides, la guerre hybride. Dans ce champ-là, donc je disais, il y a les luttes informationnelles. Donc toutes les tentatives de déstabilisation des démocraties par en fait des puissances étrangères. D'abord la Russie et la Chine. La lutte informationnelle ou les manipulations de l'information se concentrent sur le contenu, sur la manipulation de l'information, des contextualisations. On peut aussi fabriquer aujourd'hui maintenant avec les IA génératives des deepfakes, des audio-fakes, etc. Qu'on va aller dans un continuum d'ailleurs assez sans couture, poussé sur les réseaux sociaux qui vont les viraliser. En micro-ciblant, en ayant une capacité d'ailleurs à bien adapter le contenu à la cible. La guerre cognitive, c'est le cran d'après. C'est le cran d'après en travaillant encore une fois l'amont. L'amont, c'est quoi? C'est nos perceptions. Ce n'est pas simplement manipuler du contenu et le pousser de façon fine par les trolls, les bots, etc. C'est sur du très long terme, et j'insiste sur du très long terme, bouger nos lignes de représentation. C'est ce qu'on appelle au niveau des états-majors la guerre des perceptions. C'est de façon subreptice, petit à petit, changer votre représentation du monde, votre lien de confiance dans notre modèle, dans la capacité à faire société, dans la confiance qu'on peut donner à telle ou telle parole, etc. C'est ce qui en fait sédimente une nation. Et c'est ça, la guerre cognitive. Et elle peut, si vous voulez, prendre forme par un certain nombre d'outils technologiques qui en sont le véhicule. Ça peut être, encore une fois, les réseaux sociaux, ça peut être les intelligences artificielles génératives qui vont construire ce contenu qu'on va injecter pour, en fait, au fur et à mesure, bouger ces fameuses lignes de perception, ou vous sidérer, ou vous empêcher de prendre des décisions au bon moment, etc. Et après, il y a autre chose, parce que ces technologies-là, et c'est peut-être l'autre changement de paradigme le plus intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que ce sont des technologies qui sont duales, c'est-à-dire qu'elles sont civiles et militaires à la fois. Donc, un implant cérébral comme Neuralink, par exemple, qui est présenté par Elon Musk, d'abord avec des promesses thérapeutiques. Ensuite, dans sa vision long-termiste de sauver l'homme, de l'augmenter face à des IA qui seraient soi-disant super intelligentes et qui pourraient avoir des agendas malveillants de détruire l'humanité. Ça, c'est le récit de Elon Musk et de certains techno-tycoons de la Silicon Valley. Mais enfin, si on se détache de ça, n'empêche qu'avoir des implants cérébraux qui pourraient être tentants, on pourrait avoir une tentation pour plein de raisons différentes, à un moment donné, avec une forme d'accoutumance, à se les implanter dans le cerveau. Automatiquement, plus on technologise nos vies, nos quotidiens, nos corps, nos esprits, plus en fait on les fragilise, puisqu'ils deviennent piratables, puisque ça peut tomber en panne. Et puis, qui contrôle notre activité cérébrale? Et pour faire quoi? Et donc ça pose des questions énormes. Si on élargit le spectre, l'acception même de ce qu'on entend par les luttes ou les nouvelles batailles cognitives, ça peut aller jusque-là. Et puis, vous savez, tous ces devices qu'on met là pour le bien-être, pour déstresser, votre rythme cardiaque, ce sont autant de données biologiques qui sont récupérées. Alors, au début, toujours de façon inoffensive, mais à la fin, qu'en sait-on réellement? Et donc, aujourd'hui, aux États-Unis, apparaît un débat, moi, que je trouve absolument passionnant, porté par un certain nombre de chercheurs, qui parle de vraiment construire, inventer de nouveaux droits fondamentaux, dont celui de la liberté cognitive, par exemple. Avant de parler de l'indétermination de Mireille Delmas-Marty, je vais faire un petit détour par Deleuze. Dans le post-scriptum aux sociétés de contrôle, Deleuze à un moment donné a cette fulgurance, cette intuition qui va être ensuite reprise par tous les travaux d'Antoinette Rouvroy, Thomas Berns, etc., qui est de dire que le risque de ces dispositifs, parce qu'avant d'être des outils, ce sont des dispositifs de contrôle, qui captent toutes ces données-là, avec une invasivité énorme, malgré la loi, malgré nos lois. Et
Deleuze va dire attention à ce risque principal qui serait de transformer l'individu en individuel, où tout d'un coup le 1 de l'indétermination, le droit de ne pas être prévisible, prédictible, le droit à la surprise, le droit à la contingence, le droit au risque, le droit à ne pas savoir, donc le droit à la liberté en creux. Eh bien attention à ce qu'ils ne disparaissent pas, parce que tout d'un coup nous serions nous parfaitement réductibles aux algorithmes binaires. Et Mireille Delmas-Marty, dans un autre champ, dans une réflexion probablement plus large et juridique, elle était juriste, parlait non seulement de souveraineté solidaire élargie entre les États-nations, précisément parce qu'on a une espèce d'augmentation très aiguë de la conflictualité globale du monde, et en sous-jacent parlait du droit à l'indétermination. Et je trouve que c'est très beau de dire, peut-être qu'en lien avec cette réflexion émergente sur nos libertés cognitives, on pourrait raccrocher ça à ce que Mireille Delmas-Marty disait, ou évoquait, ou présentait, défendait sur le droit à l'indétermination, c'est-à-dire une capacité à rester complexe, ambigu, ambivalent, imprévisible. Et ça peut avoir des, disons, traductions juridiques extrêmement concrètes. L'indétermination algorithmique. Et ça peut se penser. Et ça reboucle d'ailleurs avec la première partie du propos. Pourquoi est-ce qu'il nous faut des studies? Pourquoi est-ce qu'il nous faut de l'interdisciplinarité? Parce que, à partir de la théorie politique, que moi j'aime porter, il va bien falloir qu'il y ait une traduction des juristes sur ces nouveaux droits à articuler. Marx, c'est arrivé de façon assez drôle, parce que c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête, et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de lire ou de voir. Marx et les géants technologiques, ça a l'air extrêmement antinomique, et en fait pas du tout. Donc c'est arrivé de façon assez surprenante, cette idée-là, dans une discussion totalement informelle. Je dis mais en fait Marx, ce fameux conceptuel infrastructure, superstructure, c'est exactement ce que sont mes géants technologiques en réalité. Ils sont bien propriétaires d'infrastructures qui sont en train de devenir des infrastructures socles, systémiques, des goulots d'étranglement, les intelligences artificielles, les réseaux sociaux, les satellites, les implants, tout ça fait système. Jacques Ellul, ça fait système. Surtout qu'ils ne sont que quelques-uns à les posséder aujourd'hui. Donc en fait, ils ont accès eux-mêmes à des écosystèmes entiers de captation de données par ces infras-là. Donc ce sont des infrastructures pratiquement d'utilité publique. Qu'est-ce qu'un réseau social si ce n'est pas un espace public? Or, ils appartiennent à quelques-uns. Donc cette infrastructure appartient à quelques-uns, et ces quelques-uns, on le disait, ont des idéologies en patchwork, multiples, parfois pas très ordonnées. Par exemple, un Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal et de Palantir, qui est un des grands argentiers de la Silicon Valley, est beaucoup plus sédimenté, a une colonne vertébrale beaucoup plus fixe et beaucoup plus claire qu'à Elon Musk, qui est encore, disons, dans des formes d'aller-retour et d'indécision idéologique. Mais toujours est-il que ce sont des hommes, et je dis bien des hommes parce qu'il y a très peu de femmes, qui sont alimentés déjà par des imaginaires de la science-fiction, qui ont énormément de références autour du libertarianisme, dont la fameuse et l'inénarrable Ayn Rand, et par ailleurs ont une vision du monde. Sur la démocratie, ils sont plutôt assez anti-démocratie, plus que d'ailleurs anti-État, puisqu'ils travaillent énormément finalement avec l'État, qui est un de leurs principaux d'ailleurs marchés. Sur la question du long-termisme, du transhumanisme, voire même chez certains de l'eugénisme, etc. Donc ils ont des visions du monde. Et tout d'un coup, on pourrait dire que ce sont des hurluberlus, mais ils ont des milliards à disposition. Et puis par ailleurs, ils ont les infrastructures qui permettent peut-être de mettre en place une partie, je dis bien une partie, de cette hubris. Donc la question est, Marx est parfaitement opérationnel, est parfaitement opérant. Infrastructures, que moi j'appelle infrasystèmes, ce sont des infrastructures systémiques à partir desquelles se déploie tout le reste, le fait politique, le fait militaire, le fait géopolitique, le fait social. Et leur superstructure qui est en fait ce que j'appelle moi le projet de technologie totale, c'est-à-dire la volonté de contrôle. Et ce qui est absolument incroyable dans ce que je pose, qui est sujet à débat et on peut parfaitement en discuter, mais c'est ma conviction et c'est ce que j'essaie de démontrer, c'est que le projet de technologie totale, bizarrement, est totalement agnostique du point de vue de nos idéologies qui deviennent des micro-idéologies.
Ce que je veux dire, c'est que quoi que vous pensiez, ça n'a au fond que peu d'importance. L'essentiel est que vous le disiez, que vous likez, que vous sharez, followez, et que ça devient des micro-pensées, c'est des clics de pensée. Et tout ça alimente. L'essentiel que vous fabriquiez de la donnée. Votre pensée devient une data qui alimente le projet de technologie totale, qui est lui celui de la poursuite du contrôle, de l'espace et du futur. Donc en fait, vous avez même cet espace-temps qui est indirectement privatisé par ces acteurs-là, puisqu'ils pensent notre avenir, et puis ils quadrillent notre espace.